Le 25 décembre 1989, une salve de coups de feu retentit en Roumanie. L'instant d'après, deux corps s'écroulent, inertes. Il s'agit de Nicolae Ceausescu ainsi que sa femme, Elena. Le petit dictateur est mort, la Roumanie peut respirer. Les derniers mots de Ceausescu auront été « mort au traître ». Plus de 35 ans plus tard, ce personnage continue encore de diviser l'opinion publique. Pour certains, c'est un dictateur brutal qui a mené le pays à la ruine. Pour d'autres, c'est un leader visionnaire qui a cherché à émanciper le pays. En Roumanie, lorsqu'on parle de l'ère Ceausescu, beaucoup de personnes qui ont vécu cette période nous disent, au moins à l'époque, tout le monde avait un toit, tout le monde avait un travail. En effet, beaucoup de Roumains se sentent lésés par l'arrivée du capitalisme au sein de leur pays. Mais donc, Ceausescu, qui était-il vraiment? Un dictateur impitoyable ou un réformateur mal compris? Plongeons dans son histoire pour analyser ses succès ainsi que ses échecs. Jeunesse, militantisme et ascension. Il n'y a pas grand-chose qui prédestinait cet homme à devenir le leader que l'on connaît. Il est né en 1918, à la fin de la Grande Guerre, dans une famille de paysans, dans la région d'Olt, en Roumanie. Son enfance, elle est vraiment marquée par des grosses difficultés financières, mais dès son adolescence, il est envoyé à Bucarest pour devenir apprenti cordonnier. Et donc, c'est à cette époque-là, dans une Europe entre deux guerres, qui est en proie à d'énormes tensions, d'énormes changements idéologiques, l'Europe est en totale ébullition, les communismes, le fascisme, les montées des totalitarismes, c'est à cette époque-là, et donc, Ceausescu commence à s'intéresser à la pensée communiste. Il rejoint le Parti communiste, alors interdit à l'époque, lorsqu'il a seulement 14 ans. Cet engagement politique n'est pas sans conséquences. Il est arrêté plusieurs fois sous le règne de Karol II et également durant la Seconde Guerre mondiale. En 1940, il repart en prison pour activisme communiste, ce qui lui évite d'ailleurs la mobilisation. En 1943, il est transféré en camp d'internement à Targujiu. À ce moment-là, il rencontrera un homme qui va littéralement changer sa vie. Il s'agit de George Georgiou-Dej, qui deviendra plus tard le dirigeant de la Roumanie et qui deviendra également son mentor. Après la Seconde Guerre mondiale, la Roumanie passe du côté soviétique. Finito le fascisme, on passe chez les communistes. C'est donc Georgiou-Dej, de 1947 à 1965, date de sa mort, qui dirigera la République populaire de Roumanie. Qui dit communisme, dit amour, partage, liberté. Je rigole, qui dit communisme, dit purge. On vire tout le monde au goulag, tout le monde en prison. C'est ce que fera Georgiou-Dej en virant tous les russophiles du parti. En effet, il y avait quelques tensions dans l'URSS. Tous les pays communistes n'étaient pas amis avec la Russie. Donc Georgiou-Dej vire tout le monde et il propulse Ceausescu dans les sphères du pouvoir. Et donc, en 1965, lorsque Georgiou-Dej meurt, c'est Ceausescu qui devient le secrétaire général du parti et donc le dirigeant de la Roumanie. Un début prometteur. Au début, Ceausescu est assez modéré. Il essaie, tout comme son prédécesseur, de se démarquer un peu de Moscou tout en restant assez droit. Le moment clé du règne de Ceausescu survient en 1968. Cette année-là, les troupes soviétiques envahissent la Tchécoslovaquie pour mater le printemps de Prague. Ceausescu, qui est quand même un homme droit, un homme fort, prend position contre Moscou dans un discours qui deviendra historique à Bucarest. Ce geste, qui va totalement à l'encontre de la Russie, lui attire évidemment la sympathie de l'Occident, qui est évidemment capitaliste, plus américanisé. Et donc, dans les années 1970, Ceausescu cherche par tous les moyens de renforcer son indépendance économique vis-à-vis de l'URSS et du bloc communiste. Et donc, pour ce faire, il n'a pas le choix. Il se tourne vers l'Occident pour contracter des prêts, envoyez-moi des sous. Il contracte des prêts au FMI, à la Banque mondiale, à l'Europe, aux États-Unis, à tout le monde. Il prend les sous de tout le monde, le coquinou. Et d'ailleurs, en 1972, la Roumanie devient le premier pays communiste à rejoindre le FMI et la Banque mondiale. Mégalomanie, contrôle, le début de la fin. Hélas, lorsque les banques s'en mêlent, ce n'est jamais bon. À court terme, évidemment, ça permet à Ceausescu de développer énormément l'industrie, telle que la sidérurgie, la pétrochimie, le secteur automobile, tout est en plein essor à cette époque-là. Mais le problème, c'est que cet argent, elle est très mal gérée. Ceausescu est un peu du genre monomaniaque et il se focalise uniquement sur une industrialisation massive au lieu de diversifier son économie. En 1980, le monde entier entre en récession. Les taux d'intérêt explosent et la crise est mondiale. La Roumanie, elle se trouve sous l'eau, étranglée par sa dette extérieure qui atteint les 10 milliards de dollars en 1981. Et donc, face à cette situation, je vous l'ai dit, Ceausescu est un peu du genre gros zinzin,
il décide de rembourser intégralement la dette, au prix d'une austérité extrême. Évidemment, rembourser une dette aussi colossale a des effets désastreux sur la population. Il leur met la misère, les Roumains subissent une pénurie alimentaire massive, les magasins sont vides, il n'y a plus rien, nada, nimic comme on dit en Roumanie. En effet, l'État impose un quota d'exportation pour maximiser les revenus en devises étrangères. Et donc cela entraîne naturellement une raréfaction des denrées telles que le pain, la viande, les œufs, etc. Et pour faire des économies, qu'est-ce qu'on fait également? On coupe le chauffage en hiver, pas plus de 12 degrés. Vous vous souvenez en France quand on nous demandait de mettre le chauffage à pas plus de 16 degrés dans la maison? En Roumanie, en hiver, il fait moins 20, moins 30. Eux, il n'y avait pas de chauffage, ils gelaient dans la maison. Toutes ces mesures ont eu un impact affreux sur le niveau de vie des Roumains. Ils devaient faire la queue pendant des heures pour chercher juste une petite miche de pain. Ils n'avaient plus d'argent, ils avaient froid, c'était l'enfer. Et en plus, paradoxalement, pendant que le peuple meurt de faim et de froid, Ceausescu, zinzin comme il part sur des projets pharaoniques. C'est pendant cette période-là qu'il décide de construire le palais du Parlement qui deviendra le deuxième plus grand bâtiment administratif du monde derrière le Pentagone. Et en plus, comble de la malice, Ceausescu appellera ce palais le palais du peuple. Pendant que le peuple meurt de faim, Ceausescu rase un quartier et construit ce palais administratif immense. C'est un gros zinzin, je vous l'ai déjà dit et je le répète. En plus de ça, dans les années 1970, Ceausescu instaure un culte de la personnalité très inspiré de notre ami Staline. Il se fait même appeler le génie des Carpates, le Danube de la pensée, le fils bien-aimé du peuple. Même sa femme, Elena Ceausescu, n'est pas en reste. Elle se fait attribuer plein de titres, elle est même surnommée la plus grande scientifique du monde. Cette femme, Elena Ceausescu, est évidemment la seconde de son mari, elle est partout, elle est très influente aussi dans le pays. Et naturellement, tout régime autoritaire se doit d'être accompagné d'une police, qu'on peut appeler de tous les noms, les milices, les Gestapo, etc. En Roumanie, il s'agit de la Securitate. Cette police secrète devient rapidement l'une des plus redoutées du monde. En Roumanie, il n'y a pas moins de 500 000 informateurs qui surveillent les faits et gestes des habitants. Et d'ailleurs, ils se surveillent même entre eux, ça, il n'y a aucun souci. Un informateur surveille un autre informateur, c'est un truc de malade. Plus personne ne fait confiance à personne. Les maisons sont sur écoute, les appels sont sur écoute. On fait des perquisitions. Si une personne est considérée comme ennemi du peuple, il a le droit à une petite fiche. Ce n'est pas une fiche S, mais c'est tout comme. Et évidemment, on arrête et on torture n'importe qui serait susceptible de s'opposer au régime. Les dissidents politiques, évidemment, ils sont persécutés, torturés, parfois même exécutés. On peut d'ailleurs citer l'écrivain Paul Goma qui, après avoir dénoncé le régime, est contraint de s'exiler. Et évidemment, les médias sont sous contrôle total du gouvernement. Ici, le Canard enchaîné est zigouillé, toute critique du régime est sévèrement réprimée. À l'école, évidemment, on glorifie le grand Ceausescu et on minimise les effets néfastes qu'il a eu pour le pays. La télévision ne diffuse pas H24, mais quand elle le diffuse, évidemment, elle parle des grands travaux du conductor, du conducteur en roumain. La chute. Tout ce qui monte redescend, tout régime est voué à disparaître et donc Ceausescu s'est effondré. En décembre 1989, beaucoup de soulèvements éclatent en Europe de l'Est. En effet, le mur de Berlin est tombé le 9 novembre de la même année et donc ça commence à sentir un peu le roussi pour les communistes. La première étincelle de révolte a lieu à Timișoara, une ville assez importante à l'ouest du pays. C'est le 16 décembre lorsque des fidèles protestants tentent de protéger leur pasteur, Laszlo Tokes, qui critiquait le régime. Évidemment, la répression est violente, ce qui choque énormément la population. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que tout commence à se déliter. Pour sauver les meubles, Ceausescu fera un discours le 21 décembre à Bucarest. Mais ce sera la goutte de trop. Ce discours est diffusé en direct à la télé, il est sur la place du palais de Bucarest et pour la première fois en 24 ans de règne, il est hué par la foule. On assiste en direct à la fin du règne. Il tente tant bien que mal de se faire entendre. Allô, allô. Personne ne l'écoute, c'est le bordel. Là, à ce moment-là, il se rend bien compte que c'est foutu pour lui. Il s'éclipse discrètement et c'est à partir de là que tout part en sucette. Le 22 décembre, donc le lendemain, l'armée, qui était jusqu'alors du côté de Ceausescu, change totalement de camp. Ils deviennent contre Ceausescu et veulent le combattre. Et évidemment, Ceausescu et sa femme, ils commencent vraiment à flipper. Ils essaient de s'enfuir en hélicoptère, mais le conducteur, il conduit l'hélicoptère et à la radio, il commence à entendre que ça part en sucette. Et il se décide, au dernier moment, il se dit « Mais attends, je n'aime pas tant que ça en fait, ce dictateur. » Oup, il se pose, il vire Ceausescu et sa femme d'un coup de pied au cul. Là, les révolutionnaires, ils récupèrent. Ça se passe dans la ville de Targovište. Ceausescu et sa femme sont jugés dans un tribunal militaire de manière expéditive. En moins d'une heure, c'est réglé. Le verdict,
l'exécution. Et donc, ce 25 décembre 1989, le jour de Noël, Ceausescu et sa femme se font exécuter froidement. Fermeture du rideau, pas la revedere conductator. Et donc voilà, Ceausescu, il a commencé son règne avec des réformes progressistes, il s'est éloigné de l'URSS, il s'est affirmé pour la défense de certaines nations telles que la Tchécoslovaquie, il a vraiment contribué énormément à l'essor du pays, mais c'est assez triste que son règne s'est terminé en eau de boudin. En effet, il a sombré petit à petit dans une politique autoritaire et surtout un isolement économique qui a été totalement désastreux pour le pays. Le fait de vouloir rembourser la dette à tout prix a vraiment conduit la Roumanie à la ruine. Tout le monde sait d'ailleurs qu'une dette ça ne sert à rien, en France on a une dette de je ne sais pas combien, on ne l'a pas remboursée, on ne la remboursera jamais et il n'y a pas de souci. Pourquoi vouloir rembourser la dette chez Ceausescu? Tu es fou, tu es fou! Et voilà, il faut avouer qu'il n'a pas très bien géré son truc. Pendant que le peuple mourait de faim et de froid, il décide de se fabriquer un palais, il part à droite, à gauche. Ceausescu a été un excellent homme politique au tout début de son règne, en faisant plein de réformes qui ont été bénéfiques au pays. Mais hélas, ça s'est fortement gâté. Il est fort probable que le pouvoir lui est monté à la tête. Encore plus d'ailleurs, la peur de le perdre. Il faut aussi dire que la situation externe du pays n'était pas forcément favorable à un régime communiste. Avec la chute du mur de Berlin, le début de la fin de la guerre froide, le communisme n'avait plus du tout le vent en poupe à cette période et donc forcément il fallait que ce régime tombe. Je finirai donc cette vidéo sur les vers d'une chanson roumaine. Ceausescu n-a murit, nevergeasa ingajit, Ceausescu e o scoala, Ceausescu e o boala. Ce qui signifie Ceausescu n'est pas mort, il veille sur nous avec acharnement, Ceausescu est une école, Ceausescu est une maladie. Ce qui veut dire que Ceausescu n'est toujours pas mort dans le cœur des Roumains, qui continuent encore à avoir une influence énorme sur le pays, que Ceausescu continue de nous enseigner des choses, l'histoire, et que Ceausescu est une maladie dont beaucoup de personnes ont du mal à guérir. Voilà mes amis, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous en avez appris beaucoup sur Ceausescu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du personnage, si pour vous c'était un grand réformateur, un grand homme d'État qui a fait du bien en son pays, ou au contraire si vous pensez que Ceausescu est un monstre assoiffé de sang et qu'il méritait totalement d'être exécuté. Voilà mes amis, je vous remercie d'être arrivés jusqu'au bout, je vous fais de gros bisous, abonnez-vous, likez, commentez et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!